Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 octobre 2022. Alors hier soir, je me suis couché, non pas très tôt, mais très tard, car j'ai été happé par ma lecture de Varlam Shalomov. Shalomov qui a écrit les récits de Colima, relatant son expérience dans le goulag sibérien, goulag où il avait expédié cet autre moustachu malfaisant, Joseph Staline. Et pour la petite histoire de la librairie, les récits de Colima, qui est quand même un classique important de l'expérience concentrationnaire, en 30 ans de métier, je ne l'ai eu que 2 fois. Et c'est plutôt étonnant, étant donné l'importance du texte. Lors de ma dernière acquisition sur le régime soviétique, les camps et en fait toutes les exactions commises par le régime stalinien, des livres 700-800 livres, dont, oui, plus que ça, peut-être 1000 livres, dont une bonne partie d'expression anglaise, je retrouvais enfin les récits de Colima, livres que je me propose de lire depuis 20 ans. Et afin de m'en donner un aperçu, car c'est une lecture d'au moins 1000 pages, et je ne sais si, même si je me propose depuis 20 ans de lire cet ouvrage, je ne sais si j'ai envie en ce moment de m'y plonger, étant donné ce qui se joue en Ukraine. Mais bon, voulant en avoir un aperçu, j'ai commencé son livre, Essai sur le monde du crime, que je vous montre ici à l'instant. Et de quoi en est-il question dans cet ouvrage? Alors donc, ce que nous dit Shalamov, de son expérience des camps, il nous dit d'emblée de jeu, et ça je pense que c'est très important, en fait c'est quasiment le cœur de cette vidéo, il nous dit que les artistes, les intellectuels, sont incapables de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un truand. Et il donne pour exemple Gorky, qui pourtant vient d'un milieu très pauvre et qui a peint quelques bandits, mais sans jamais leur donner un poids de densité. Il nous parle de Dostoïevski, qui a lui-même connu une expérience des camps et qui ne s'est jamais avancé à décrire ce qu'était l'état d'esprit. Qu'est-ce qui animait un truand? On peut être un bandit, on peut être un pickpocket, on peut être un voleur sans être un truand. On peut même être un voleur professionnel sans être un truand. C'est qu'est-ce qui fait... C'est quoi la différence entre un bandit ordinaire ou un délinquant ou même un grand délinquant et le truand? C'est que le truand n'a aucun surmoi, n'a aucune limite dans la violence. Il n'a aucune inhibition face à l'usage de la violence. Il peut torturer des gens, il peut dénoncer des collègues, il peut violer, et tout ça pour le simple plaisir de la jouissance, d'exercer, d'user, de faire le mal, autrement dit. Et même, il fait le mal parfois pour la beauté du mal, purement gratuitement. Tandis que le voleur professionnel le fera sans affect. Le meurtrier qui prend plaisir dans le meurtre, eh bien ça, les intellectuels, les poètes, les philosophes, eh bien se cassent les dents devant ça. Alors il nous dit même Dostoïevski, pourtant, qui est un grand analyste du cœur humain, de l'esprit humain,
n'a pas été capable de se rendre jusque-là. Il y a Tchekhov qui, lors de son séjour à l'île Sakhaline, s'en est peut-être approché, mais il a répugné à utiliser les matériaux qu'il avait assemblés au cours de cette expérience, et finalement il a renoncé à faire une œuvre là-dessus. Alors, c'est quoi un truand aussi? Comment le truand voit le monde? D'abord, il y a le truand, et, ce que dit Chalamov, il y a le cave. Les caves. Les caves, c'est les gens qui respectent les lois, les gens qui ont peur de commettre des exactions. C'est les bons citoyens, c'est les naïfs, c'est les poètes, c'est les intellectuels, c'est ceux qui payent leurs impôts. C'est ceux qui s'occupent de leur famille, c'est ceux qui cultivent leur jardin. C'est ceux qui sont naturellement empathiques. C'est ceux qui sont incapables de saisir la dimension du mal. Nous sommes nombreux, hein? Nous sommes nombreux à être des caves. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il y a une sorte de... Ces grands artistes ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'entrer dans l'esprit de ces grands truands. Alors on le voit bien aussi avec l'actuelle crise ukrainienne, où on a à l'œuvre. Peut-être un Dostoïevski aurait été incapable de comprendre un Poutine. Mais assurément, Dostoïevski aurait compris qu'il a affaire à un véritable truand. Son chantage, sa bonhomie devant sa bonhomie sûre d'elle-même, dans sa capacité à tuer des dizaines et des dizaines de gens par jour avec... Je suis à peu près certain qu'il dort bien, Poutine. Ouais. Et il se dédie, il ment comme il respire, il brouille. Je me suis tapé il y a 2 jours le discours qu'il a prononcé, un discours de 2 heures. Je me suis tapé ça, imaginez donc. Et c'est le menteur dans toute sa splendeur. C'est le rhéteur usant des arguments les plus fallacieux. Bon, si ce n'était qu'un simple menteur qui bullshit son entourage, on aurait envie de dire à son entourage, ben, quittez-le sans tarder. Sauvez-vous. Mais comment se sauver de Poutine maintenant? Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, Chalamov nous dit entre autres que les caves, je le cite dans le texte, ont été créées pour être roulées. Dans les camps, les autorités tiennent compte des truands. Ils sont les maîtres de la vie et de la mort dans les camps. Il nous dit que les truands, toujours les observations qu'il a faites dans les camps en Sibérie, c'est qu'aussi on demandait aux truands de torturer les intellectuels. On leur demandait de les agresser, de les torturer psychologiquement, de les avilir. On leur demandait on les utilisait pour briser les intellectuels. Et vous imaginez sans peine ce mélange de droit commun et d'architectes, d'ingénieurs, de médecins, de journalistes, d'écrivains, de tous ceux qui en fait pouvaient comprendre la nature criminelle du régime soviétique. Ce que nous dit aussi Chalamov, c'est que la Russie, et là on pourrait peut-être réfléchir aux liens qu'il pourrait y avoir avec les États-Unis, c'est que la Russie a toujours été fascinée par ces grands cruels, que de tout temps ils ont exercé dans la littérature une fascination morbide, fascination de description. Aucun auteur russe, même si les grands n'y sont pas parvenus à comprendre comment ça fonctionnait, assurément les plus petits encore moins. Mais les plus petits n'hésitaient pas à décrire de long en large, et dans la société russe, cette fascination pour la force brute, sans
sans nuance, sans aspérité, sans relief, eh bien, ça serait l'apanage, selon Chalamov, de cette société russe, fascinée par la violence. Ah, ici, en le lisant, évidemment, je pensais de mon côté à toute l'industrie hollywoodienne qui, elle, nous a offert à sciéter des films où on voit des gangsters qui tuent impunément, et à l'autre bout, des types qui sont prêts à mourir pour protéger le butin. Ce premier film, qui nous montrait la bêtise à l'état pur, non héroïque, si je peux dire, c'était le fameux film des années Bonnie and Clyde. Voilà. Bonnie and Clyde, il n'y a pas de... ou Natural Born Killer. Bon, on peut supposer, oui, une enfance malheureuse, mais bon, un Natural Born Killer, c'est le degré zéro, mais il tue pour le plaisir de tuer, et il n'y a aucune motivation. C'est le truandisme à l'état pur. Et les productions hollywoodiennes, les États-Unis, sont fascinés également par cette violence. On pourrait dire, ici, la société américaine n'a absolument rien à envier à la société russe face à la fascination que les deux sociétés éprouvent face à la violence. Alors, il nous dit, bon, ça c'est moi qui ai rajouté ça dans mes réflexions, si je peux dire. Et si on regarde dans la littérature américaine, American Psycho de Bret Easton Ellis, c'est la même chose. C'est un tueur en série, mais il n'y a aucune espèce de motivation autre que la jouissance de faire le mal. Le silence des agneaux, tiré du roman de Harris, c'est la même chose. Psycho de Hitchcock, bon, il y a un arrière-plan freudien, oedipien, mais c'est mince comme explication. En fait, il n'y a pas vraiment d'explication. Dogville, qui est un film extraordinaire de Lars von Trier, c'est la même chose. C'est brut, il n'y a pas de finesse, il n'y a pas... Moi, j'aurais envie de dire, au moins, eux ont renoncé à comprendre. Mais ils nous offrent rien d'autre que le plat spectacle de ce déchaînement de la violence qui n'a pas d'objet ou qui n'a pas de motivation. Alors donc, le phénomène de la violence, on ne va pas s'y pencher ce soir, mais l'intérêt, en fait, de Chalamov, en tout cas, ce qui m'a beaucoup rejoint, c'est que les grands artistes ne vont pas tenter de jouer avec ça. Leur sensibilité va faire de telle sorte qu'ils vont se savoir impuissants devant cet état de fait. Ce qui m'amène à vous dire que oui, Poutine est on ne peut pas comprendre Poutine, on ne peut pas comprendre ses motivations. Et quand j'entends sans arrêt qu'il faut négocier, négocier quoi? Négocier comment? On négocie pas avec un truand. Un truand, il va prendre tous les moyens pour gagner, et s'il ne gagne pas, il peut accepter de mourir sous les balles d'un autre truand. Je veux dire, simplement à Montréal, depuis quelques mois, il y a une guerre entre les diverses factions de la mafia. Mais Montréal, c'est une ville pacifique. Alors, c'est quoi l'idée d'aller... Qu'est-ce qui motive un mafieux à tuer et à risquer sa propre vie et même d'accepter de mourir assassiné dans un stationnement de Saint-Léonard? Qu'est-ce qui peut le motiver à faire ça si ce n'est qu'une incontrôlable pulsion de violence? Tout ça doublé de codes d'honneur surannés qui ne trompent personne, parce que le truand, il peut se mettre à la table n'importe quand, il peut trahir n'importe qui,
Et là, on peut faire appel aux anciens codes d'honneur, et puis regretter le temps des hommes d'honneur. Même le parrain la trilogie du parrain qui se voulait, un des plus grands films hollywoodiens. Don Corleone, à part aimer ses trois garçons, c'est littéralement un sale type, là. On peut trouver que wow, c'est extraordinaire, mais honnêtement, au fond, Don Corleone, c'est une sombre crapule. Et c'est pas parce qu'on aime ses enfants qu'on n'ira pas tuer les enfants des autres ou les pères des enfants des autres. Alors, allons-y mollo avec... mais la fascination des mauvais, des ou même le film Le Joker que j'avais assez détesté également, avait, bon, oui, d'accord, l'enfance malheureuse du Joker, un milieu misérable, une ascendance douteuse, peut-être son père était peut-être de Gotham City. Bon, écoutez, ça me semblait assez court aussi comme son père illégitime. Ça me semblait assez court comme argument justifiant la folie criminelle de ce malheureux clown. Et là, les exemples, je pourrais les multiplier à siété, en tout cas du côté de la littérature et du cinéma américain, de cette fascination-là pour les gredins, les canailles, les truands. Trump est un truand, par exemple. C'est un bel exemple de truandisme aussi. Bon. Et ce qui m'amène donc à vous dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la tête de Poutine. Et là, nous sommes rendus dans une impasse où tout le monde est impliqué. Bon, on peut jouer sur les mots et à chaque jour, la situation se dégrade. Vous êtes à même de le constater. Je vois pas comment ça peut se terminer. Personnellement, j'ai beau tourner le problème, et quand j'entends sans arrêt ces intellectuels, il faut négocier, eh bien, j'aurais envie de dire à ces intellectuels-là, allez lire Chalamov. Allez lire Chalamov et mettez-vous en tête que même le grand Dostoïevski avait renoncé à les comprendre. Alors, vous pouvez annoncer ad nauseam qu'il faut négocier, mais on négocie quoi? Poutine n'a pas l'intention de négocier. Il a l'intention de gagner. Point barre. Et s'il ne gagne pas, il va créer le maximum de destruction. C'est ça son plan. Quitte à mourir assassiné comme un vulgaire mafieux du nord-est de la ville de Montréal. Et ça, vous avez des exemples dans les faits divers, sont remplis de ce genre d'individus qui, au fond, ni la vie des autres, ni même la leur, a beaucoup d'importance. Alors, mais tout le monde prend pour acquis que Poutine a terriblement peur de mourir. Ici, il en avait strictement rien à foutre. Et ça, je ne l'entends pas de la bouche des commentateurs, parce qu'on lui prête une sorte d'intelligence supérieure. Oui, sans doute, il est intelligent, mais pas intelligent au point de comprendre que son armée n'était pas fameuse, pas au point de comprendre que ce qu'il supposait comme étant la veulerie des démocraties libérales, eh bien, non, les démocraties libérales ont peut-être plus de courage qu'ils le pensaient. Peut-être que les Ukrainiens aussi avaient infiniment plus de courage qu'ils pouvaient même l'imaginer. Ça, nous aussi, on ne pouvait pas imaginer ça. Là-dessus, on le rejoint parfaitement. Mais peut-être qu'il n'a pas peur de mourir. Et c'est là aussi, parce que ça aussi, c'est une chose qu'on entend sans arrêt. Il sait qu'il va mourir, mais tout le monde, nous savons tous que nous allons mourir. Et les études des grands criminels ont démontré que la peur face à leur propre mort,
elle était très, très, très basse, cette peur-là. Elle était, dans certains cas, chez les grands criminels, cette peur était presque inexistante. Alors, partant de là, on peut éliminer n'importe qui. Alors, moi, ce qui m'a fasciné dans l'ouvrage, donc, évidemment, il décrit comment fonctionnent les camps, comment fonctionne la délation, comment, comment, euh, comment ils ont l'obsession du jeu aussi. Ils se fabriquent des cartes, ce sont des joueurs, ils jouent aux cartes beaucoup, 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 ce qui est, à mon sens, une des occupations probablement. Oh, ça doit être probablement, en tout cas, à mon avis, à moi, personnellement, en tant qu'esclave affranchi, jouer aux cartes m'apparaît comme le degré zéro de l'occupation. Il nous dit également qu'ils ont le culte de la mère. Maltraitent toutes les femmes, les méprisent toutes, en usent, en abusent, les violent, les vendent, les monnaient, ils les échangent, les battent, ils font n'importe quoi avec. Mais, maman, je ne vous citerai pas le passage, mais en fait, ce que dit notre auteur, c'est que le culte de la mère est une sorte d'écran de fumée qui dissimule un univers sordide. Ce qu'il nous dit également, c'est qu'on ne sort pas indemne de l'expérience des camps et que les intellos, ils sont brisés de manière presque irrémédiable. Il y a, il y a là-bas bien des choses qu'un homme ne doit pas savoir ni voir, et s'il les a vues, mieux vaudrait qu'il meure. Le détenu y apprend à détester le travail, et il ne peut rien apprendre d'autre. Il apprend à flatter, à mentir, à commettre de grandes et de petites lâchetés. Il devient égoïste. Quand il recouvre la liberté, il se rend compte que non seulement il ne s'est pas développé en camp, mais que ses intérêts se sont rétrécis, appauvris, qu'ils sont devenus triviaux. Les barrières morales ont été reléguées, on ne sait trop où. Il s'avère que l'on peut commettre des bassesses et continuer à vivre. On peut mentir et vivre. On peut promettre sans tenir ses promesses et vivre tout de même. On peut boire l'argent d'un camarade. On peut mendier et vivre. Supplier et vivre. Finalement, un homme qui a commis une infamie n'en meurt pas. Il s'habitue à tirer au flanc, à tromper, à haïr et tout le monde. Il accuse l'univers entier en pleurant sur son destin. Il accorde à ses propres souffrances une importance démesurée, oubliant que chaque homme a sa part de malheur. Il a désappris la compassion pour le malheur d'autrui. Tout simplement, il ne le comprend pas, ne veut pas le comprendre. Le scepticisme, ce n'est encore rien. C'est un des meilleurs héritages du camp. Il a appris à détester les gens. Il a peur, c'est un lâche. Il a peur de voir son destin se répéter. Il a peur des dénonciations des voisins. Il a peur de tout ce dont un homme ne devrait pas avoir peur. Moralement, il s'est effondré. Ses idées sur la morale ont changé et lui-même ne s'en rend pas compte. Plus loin, il écrit Chalamov, l'intellectuel est brisé par le camp. Tout ce qui lui était cher est réduit en poussière. Piétiner la civilisation et la culture
vole en éclats en un temps très court, qui se compte en semaines. Dans une discussion, l'argument, c'est le poing, le bâton, l'instrument de coercition, la crosse, le coup dans les dents. L'intellectuel devient un lâche, et son propre cerveau lui suggère des justifications à ses actes. Il peut se convaincre de n'importe quoi, et dans une discussion adopter n'importe quel point de vue. Il voit dans les truands des professeurs de vie, des combattants pour les droits du peuple. Une baigne, un coup font de l'intellectuel l'esclave docile d'un Sanka ou d'une Kostia quelconque. Ouais, là ici ils sont transformés en comment je dirais ça? On les transforme en femmes. Et comme ces truands-là ont une abominable opinion des femmes, eh bien même ces individus désignés comme objets sexuels pour les autres truands finissent même par intégrer cette féminité massacrée. Et elles de il, elles deviennent elles et elles deviennent un exutoire à ces passions mauvaises. La force physique devient la force morale. L'intellectuel est à jamais terrorisé. Son courage est brisé. Cette terreur et cette cassure, il les emportera avec lui lorsqu'il retrouvera la liberté. Les ingénieurs, les géologues, les médecins qui sont partis à travailler à Colima, employés par le Dalstroy, sont très vite corrompus. La grosse galette, la loi de la taïga, le travail des esclaves, qu'il est si facile et si commode d'utiliser, le rétrécissement des intérêts culturels, tout cela corrompt, dégrade un homme qui travaille longtemps dans un camp. Il ne retourne pas sur le continent. Là-bas, il ne vaut rien. Or, il s'est habitué à une vie riche, à la sécurité. C'est cette dépravation que l'on baptise l'appel du Grand Nord en littérature. Cette dégradation des âmes, ce sont dans une grande mesure les truands qui en sont responsables, les repris de justice dont les goûts et les mœurs influent sur toute la vie de Colima. Donc, je me suis couché très tard, emporté par cette terrible lecture essai sur le monde du crime. Ce qui m'a amené à une deuxième lecture que elle, j'ai à peine effleurée. Les nuits sont courtes, et même si les nuits commencent à s'étirer de ce côté-ci de l'Atlantique, et elles vont s'étirer jusqu'au 21 décembre, et après, là, il va y avoir une montée de la lumière. D'ailleurs, moi, à partir du moment que la lumière monte, je suis un homme heureux. À partir du moment que la lumière descend, je dois faire des efforts. C'est le journal politique de Galeazzo Ciano, qui était le gendre de Mussolini, et et dont on a publié il y a peu de temps. Est-ce que c'est important que je vous donne l'année? Ouais, 2015. Et l'intérêt, et c'est là que vous allez voir, il y a peut-être un lien avec ce qui se passe. L'intérêt je vais faire court ici, je vais conclure là-dessus. Je dois vous confier que je ne suis pas un grand amateur de documents militaires ou de documents historiques sur les guerres. C'est pas. Je préfère le biais littéraire et même poétique. Les batailles, la description de batailles, les plans des uns et des autres. Je dois confesser mon manque d'appétit pour ce genre de récit, ce genre de document plutôt.
les récits personnels, d'expériences personnelles, oui. Et ça, c'en est un, celui de Ciano. C'est son journal, donc. Il a été, je vous disais, il a été le gendre de Mussolini. Il a été affecté aux affaires étrangères. Et il est en correspondance avec les membres de l'Axe, c'est-à-dire Franco et Hitler, pour nommer les principaux. Et il nous décrit aussi toutes les tribulations à l'intérieur du parti fasciste, et toutes les factions qui se surveillent les unes les autres, qui veulent faire avancer les pions, leurs pions, le rôle de l'ambition personnelle dans l'élaboration de certaines stratégies politiques. Et puis finalement, dès 1939, Ciano a compris les visées délirantes d'Adolf Hitler, ayant été en contact avec lui et plusieurs de ses représentants ou plusieurs des membres du gouvernement, comme Ribbentrop. Et ayant compris les visées délirantes d'Adolf Hitler, il a commencé à prendre ses distances de son beau-père. Et finalement, il est resté quand même dans l'entourage. Et finalement, il a été fusillé en 1944. Il a été fusillé par une autre faction radicale qui souhaitait toujours continuer la guerre. Il a été fusillé dans le dos. Le sort réservé aux traîtres. Alors, de ce que j'ai pu voir, et c'est là mon point, et je vais conclure là-dessus, c'est à quel point il n'y avait pas de communication entre Franco, Mussolini, entre Hitler. Alors, avec le recul de l'histoire, ou en fait, on pouvait imaginer que tout ce petit monde travaillait en collaboration, s'informait des visées des uns et des autres, qu'il y avait un plan d'ensemble, autrement dit. Mais tel n'était pas le cas. Chaque pays, chaque dirigeant avait à la fois l'intérêt, en tout cas tel qu'il le comprenait, de ses commettants, je vais dire de son peuple, mais avait-il une si bonne opinion du peuple qu'il jugeait diriger? Je ne sais trop. Mais assurément, il y avait toujours le souci à la fois de protéger les intérêts du pays et aussi leurs intérêts propres et aussi d'avoir autant que possible une vision d'ensemble du conflit qui était en train de se dérouler sous leurs yeux avec les multiples permutations, les multiples possibilités d'avancement ou de recul. Et tout ça, quand on regarde l'incommunication, c'est ça qui m'a frappé, en tout cas, de ce que j'ai pu parcourir, c'est quand même plus de 1000 pages, je ne sais pas si je vais lire ça au complet non plus, ou je vais reporter ma lecture. En tout cas, je grappille dedans pour l'instant. Et ce qui me frappe, c'est que malgré l'impréparation, l'incommunication, le coup par coup dans l'obscurité, en fait, personne ne sait au juste ce qu'ils font. Et tout le monde essaie de deviner ce que font les autres. Il y a des demi-vérités entre alliés, des demi-vérités qui se glissent, des propositions qui se font à double tiroir. Et tout ça génère une montée invraisemblable de violence. Et on avance, plus on avance dans l'horreur, en fait, et plus personne ne voit rien, plus personne ne comprend rien. On l'a vu aussi du côté des Alliés, les Américains qui n'informaient pas correctement les Britanniques, les Français ont été rapidement sortis du jeu en 1940, et n'eût été de ce retour incroyable à la table des victorieux par le général de Gaulle, qui a réussi, en tout cas, du moins, à sauver les apparences.
ce qu'on aperçoit, c'est que quand la guerre commence, eh bien, plus rien n'est lisible. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment, je vous dirais. Est-ce que les Américains, oui, est-ce que le groupe anglo-saxon, le groupe des cinq, là, que ça s'appelle, ou les cinq yeux, ouais, les cinq paires de yeux, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande, je pense. Eh bien, eux, ils travaillent, le groupe anglo-saxon, ils s'envoient de l'information pour l'instant. Mais c'est pas sûr que les Allemands soient informés. C'est pas sûr que les Français soient informés. C'est pas sûr que les Européens reçoivent toute l'information nécessaire pour pouvoir avancer. Personnellement, moi, je souhaiterais... j'avais la naïveté de croire au début de cette guerre en Ukraine, de cette agression russe en Ukraine, que tout le monde, en fait, travaillait de concert, en cohésion, avec une stratégie claire. Mais ce que je comprends en parcourant le journal de Ciano, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est que chacun avance ses pions selon ses intérêts propres et selon le caractère des hommes, selon les ambitions de chacun, selon les plans. Alors, et là, on comprend aussi que des pays qui n'ont pas vraiment intérêt à s'immiscer dans ce conflit pourraient tout à coup être poussés, qu'on leur force la main à leur corps défendant pour aller joindre un camp ou un autre. Poutine est minoritaire en ce moment, c'est évident, ça crève les yeux, mais il est possible que s'il devient si minoritaire ou que sa neutralisation partielle ou presque intégrale finisse par nuire à des intérêts supérieurs de d'autres puissances qui n'avaient pas vraiment intérêt à se mêler à ce conflit, sauf si leurs intérêts vitaux commencent à être menacés. Peut-être qu'aujourd'hui affiche-t-il une neutralité qui demain, vu les circonstances qui s'aggravent, qui échappent aux uns et aux autres, soit obligé de prendre parti. Et c'est là qu'on s'aperçoit, c'est là qu'on réalise, en tout cas c'est là que moi je réalise, qu'il vient un moment où tout nous échappe. Alors on peut interpréter, on peut surinterpréter, on peut faire une psychanalyse de Poutine. Ça tombe sous le sens aujourd'hui. Poutine ne peut pas perdre. Alors si un intellectuel dit oui, mais c'est pas grave, en fait, il faut l'empêcher de gagner. Ouais, d'accord, mais lui, être empêché de gagner, c'est perdre. Donc, parce que je me renseigne beaucoup, et ce que je vois, c'est que j'entends beaucoup de la part de commentateurs français qu'il faut négocier. Mais comment? Je veux dire, négocions avec Don Corleone. Non, Don Corleone avait au moins un minimum d'intelligence dans la criminalité. Ce qui n'est plus le cas de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, sans doute, en tant que truand, a atteint son niveau d'incompétence. Son niveau d'incompétence politique. Quant à son niveau d'incompétence sanguinaire, je crains fort qu'il ne l'ait pas encore atteint. Et c'est là le véritable danger. Et le mépris dans lequel il tient les démocraties libérales n'est pas de bon augure. S'il craignait un peu la puissance des démocraties, s'il l'avait craint en tout cas, il n'aurait pas débuté cette invraisemblable expédition d'opération spéciale le 24 février 2022.
24 février qui assurément, si on réussit à passer à travers cette histoire-là, et je ne sais, honnêtement, je ne sais vraiment pas comment on va y parvenir. En tout cas, eh ben, c'est sûr que le 24 février sera considéré par les historiens comme étant la date la plus importante du 21e siècle, faisant passer celle du 11 septembre comme une petite rigolade. Et quand on entend un Kadyrov, l'allié islamique tchétchène de Poutine, appelé à un djihad contre l'Occident sataniste, eh bien, il y a tout lieu de s'inquiéter. La Russie pourrait devenir un immense Daesh, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un peu mon impression. Pourrait devenir vraiment, vraiment un immense Daesh dans toute sa mauvaiseté. Et je conclus là-dessus. Il y a une cliente qui me faisait part de son inquiétude ce matin. Et beaucoup, beaucoup de gens ne veulent pas être enseignés parce que justement, pour eux, c'est source d'angoisse. Elle me disait comment il fallait passer à travers. Écoutez, moi, il y a 3 plans que je vais vraiment conclure là-dessus là, ce soir. Il y a trois points que je pense que vous devez garder présent à l'esprit, là, ceux qui partagent mon pessimisme, je dirais, ou mon incrédulité devant les infinies possibilités d'aggravation de cette guerre. 3 points que je pense que vous pouvez faire dans votre vie. La première, libérez-vous des dettes toxiques. Libérez-vous des dettes de consommation. Le Canadien moyen, je pense, a 25 000 $ de dettes personnelles. On ne parle pas de dette hypothécaire ici, qui reste encore de la bonne dette. Libérez-vous de vos dettes à la consommation. Si vous avez des addictions, alcool, médicaments, drogues diverses, ben, essayez aussi de vous en débarrasser. Et si vous avez déjà une vie amoureuse, ben, chérissez-la. Et si vous n'en avez pas une, eh ben, mettez-vous en marche pour trouver l'amour. Alors je pense que pas trop de soucis financiers, pas d'assuétude, et un bon mode de vie, autrement dit, et la possibilité de partager de bons moments avec un autre être humain, je pense pourrait être 3 bonnes manières pour passer à travers cette crise qui a commencé et qui ne s'arrêtera pas de sitôt, vu l'étendue actuelle des dégâts. Voilà. L'esclave affranchi vous a livré sa recette pour passer à travers. À demain.